Bienvenue sur Plus belle la vente, une émission présentée par Atmada pour découvrir les coulisses de la vente. Bonne écoute. Salut, bienvenue. Salut. Aujourd'hui, on va parler de Rotor Trade Tout à et fait. puis aussi de ton expérience vis-à-vis de Rotor Trade. Je t'avoue que j'étais hyper excité à l'idée de tourner ce tournage, de faire ce tournage, pour deux raisons. Déjà parce que tu vas nous parler de l'industrie de l'hélicoptère. Oui. Et c'est un truc dont on n'entend pas parler très souvent. Donc j'étais hyper curieux et je pense que tous nos auditeurs sont curieux de comprendre comment ça fonctionne. Et puis surtout, on va parler de produits assez rares, assez exotiques et pas donnés. Donc vraiment de la vente de produits haut de gamme. Et ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, surtout pour les auditeurs qui veulent en savoir plus. Donc écoute, moi j'ai assez parlé. Avant de te laisser la parole, j'ai quand même une petite surprise. Parce qu'on est sympa, mais il y a un piège dans Plus belle la vente. C'est qu'en fin d'émission, tu vas être mis au défi de nous vendre un produit atypique. Donc on va te laisser le choix D'accord. et tu devras me vendre un produit à la con. Sur l'épisode précédent, c'était un labello cornichon. Ah ouais, d'accord. Tu as toute l'émission pour réfléchir à quelle sauce Très tu vas bien. être bouffé et ça va être chaud. Ok, sympa, j'aime bien. Allez, J'aime bien. je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bon alors bonjour, je m'appelle Clément Lubrano, j'ai 26 ans, je suis né en 98, juste après la Coupe du Monde. Je suis né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, dans une très belle région, la Provence. Je suis né tout proche de Marseille, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. Ma famille a travaillé longtemps chez Airbus, donc Airbus Marignane, c'est assez connu, donc j'ai un peu dans ce bassin l'hélicoptère et de l'aéronautique. Très exactement, pendant 4 ans, j'ai vécu à Aix-en-Provence, avec ma mère, mon père et mon frère. Et en 2002, on est parti, sous expatriation, en Malaisie, à Kuala Lumpur. D'abord un peu à Singapour pendant 2 ans, et après en Malaisie, pendant plus de 15 ans. Et donc du coup, toi, en 2002, tu as 4 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Donc en 2002, j'ai 4 ans, je pars. Et de 2002 à 2004, on reste un peu à Singapour. Et de 2004 à 2015-16, un peu plus de 15 ans, on reste à Kuala Lumpur. Donc je vais au lycée français. J'espère que j'ai des potes qui verront le podcast, ça me ferait plaisir. Je suis resté pas mal de temps. Donc j'ai fait tout mon lycée, tout mon collège dans un lycée français. Même s'il y a une bonne expérience à l'anglais, etc., ça permet d'avoir une ouverture du monde assez conséquente. J'ai voyagé un peu partout en Asie du Sud-Est. J'ai été en Thaïlande, en Vietnam, au Cambodge. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense s'il y a des Français qui ont fait ça, ils savent de quoi je parle, comprennent que c'est une ouverture au monde qui est un peu atypique et qui permet une ouverture d'esprit assez grande. Donc voilà, je suis rentré à 17 ans et demi en France. Après mon bac, j'ai fait un bac ES D'accord. en sciences politiques parce que j'étais pas le meilleur en maths. Et je suis rentré en France en 2017. Je suis allé à Paris et j'avais postulé à plusieurs écoles et j'ai été pris à l'ISG, l'Institut supérieur de gestion dans le 16e de Paris, qui était un très bon lycée, très bonne université qui m'a été recommandée par des amis, par des connaissances. Donc j'ai fait la prépa intégrée là-bas pendant 2 ans et ensuite je fais le cursus international. Donc ils appellent ça le 100% où on fait tous les cours en anglais et on a la dernière année à l'étranger où tu pars visiter un pays et une université et où tu es complètement dans l'université pendant 1 an où tu peux obtenir un double diplôme. Moi là-bas j'étais censé partir à San Francisco mais c'était durant le Covid. Donc tout était fermé à part une destination, Hawaï. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ça va, t'as gagné Je au me suis change. pas plaint, j'ai gagné au change. Donc je suis parti pendant 1 an à Hawaï, à l'université de HPU, Ouais. qui est une très bonne université là-bas. Donc j'ai passé un très bon moment. J'ai rencontré beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains. Je me suis beaucoup imprégné de la culture américaine. J'ai vu beaucoup de bonnes choses comme de très mauvaises choses. Ouais. Et je pense que j'ai gardé beaucoup de qualités de là-bas. Et j'ai essayé de pas me focaliser sur les défauts. Mais c'était une expérience très enrichissante que je conseille à un maximum de monde, surtout de Français. Si vous avez l'opportunité dans votre vie étudiante ou même dans votre vie en général de faire une expérience à l'étranger, c'est pour moi pratiquement obligatoire. Bon, moi j'en suis un produit parce que j'ai fait toute ma vie, mais je pense que c'est hyper enrichissant. Et d'un côté pour le business, comme de l'autre pour le développement de soi et de la culture personnelle. Mais je pense que c'est super important. Et toi, quand tu t'inscris du coup à l'ISG, qu'on salue d'ailleurs, Oui. c'est quoi ton idée? C'est quoi ton arrière-pensée? C'est quoi ton objectif ou ton plan de carrière? Moi je vais être honnête, à 100%.
De base, bon moi je suis au lycée. Bon les lycées français de l'étranger, je vais pas me vanter, mais c'est des bons lycées quand même. Je vais pas dire n'importe quoi. Très bonne moyenne. Je félicite beaucoup de mes collègues là-bas mes collègues étudiants au lycée français qui ont fini dans des très bonnes écoles, qui ont fini à Cambridge, qui ont fini à HEC, qui ont fini à Harvard aux États-Unis. On a des gens super. Bon moi j'étais pas forcément à la meilleure école. Je vais pas cracher sur mon école, mais pour moi, qu'on choisit son école, qu'on choisit son université, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. On peut avoir n'importe qui peut t'appeler, qui peut t'expliquer que c'est la meilleure. Tu ne peux pas comprendre une université tant que tu n'y es pas, tant que tu n'es pas dedans. Quand tu es dedans et tu vois la réalité des choses, là, tu comprends. Après, c'est ton choix. Est-ce que toi, tu vas faire le maximum pour en tirer le maximum, c'est-à-dire avoir ton meilleur réseau, avoir les meilleures connaissances, apprendre le mieux, ou est-ce que tu vas juste faire passer le temps, avoir ton diplôme et que ça en finisse et qu'après tu rentres dans la vie active et voilà. Je pense que c'est pas une question de l'école que tu fais, c'est une question de comment tu vas tirer le meilleur parti de ce que tu vas faire dans l'université. Et quand tu t'inscris, tu sais déjà quel type de poste tu veux faire après ou tu te dis écoute, je prends un cursus généraliste et je vois après? Moi, quand je suis arrivé, bon, de base, j'avais un peu des idées vu que ma famille était dans l'aéronautique depuis pas mal de temps et dans le commerce par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde a toujours travaillé dans le commerce. Moi, je me suis dit, bon, je fais une école de commerce, c'est ce qu'il y a de plus lambda, je vais voir ce qui va arriver après. Petit à petit, j'ai regardé un peu ce qui m'intéressait. Je voulais peut-être m'orienter vers la banque. À un moment, c'était un programme qui m'intéressait pas mal avec tout ce qui est la partie finance, levée de fonds, etc. Au final, bon, c'est pas les maths, le problème, c'était pas ça, mais c'était surtout, en fait, pour moi, il n'y avait pas de. Je pense que la relation client n'était pas là. Tu passes moins de temps avec un client, tu vas plus être derrière un ordi, tu vas devoir travailler tes chiffres, c'est beaucoup de travail en interne, dans le back-office, c'est pas souvent être sur le front desk et moi je voulais être sur le front desk, je trouvais ça mieux. Pas que j'ai pas géré des sociétés, j'ai pas travaillé en interne plus tard, mais que à ce moment-là, à l'instant T, je voulais vraiment avoir cette relation clientèle, Okay. ce moment de partage. Et donc petit à petit, c'est venu et moi, j'ai décidé, j'ai dit, voilà, l'aéronautique, pourquoi pas. Bon, après, j'avoue, moi, je viens d'une famille assez stricte, d'origine italienne, etc. Donc, on n'avait pas trop le choix. Les stages étaient souvent orientés vers l'aéro, même si on a pu 2-3 fois à sortir, mais on avait ce truc de vouloir bosser tous ensemble, très familial. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Et en fait, au fil du temps, je me suis senti bien. C'est quelque chose que j'aime bien faire, même encore aujourd'hui. Bon, j'ai que 26 ans, hein, c'est que le début. Mais franchement, je me sens plutôt bien et je pense que c'est à ce moment-là où, je crois que c'était la troisième année. Troisième année, je me suis vraiment dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Lance-toi et au pire des cas, tu changeras parce qu'on a de la chance aujourd'hui de pouvoir changer de métier assez facilement, quoi. Et il y a eu une expérience qui t'a dit ok, je veux bosser dans la vente, je veux bosser dans l'aéronautique et je veux bosser dans la boîte familiale ou c'est venu vraiment au fur et à mesure? C'était plus au fur et à mesure. Ouais. Il y a eu une expérience qui a été très marquante. C'était en 2019. C'était mon stage de troisième année. Je l'avais fait dans la boîte financière qui s'occupait de Rotortrade à l'époque, Okay. qui s'appelait Eli Partner. Et donc, c'était que des gens en interne que je connaissais assez bien. Mais donc, il y avait le patron, je bossais avec le CFO, le directeur financier. Ouais. Et il était assez strict, sévère. Donc, j'avais beaucoup de rapports comptables à faire. J'étais tout jeune, j'avais 6 mois de comptabilité dans les pattes. Je n'étais pas du tout prêt pour les comptes de charges, les comptes de produits. J'avais complètement oublié. Les 6 mois d'école de commerce que j'avais depuis la sortie de la prépa, j'étais complètement à l'ouest, quoi. Et là, j'ai pris une claque, quoi. Ouais. J'ai pris une énorme claque, j'avais 20 ans, et j'ai compris, j'ai dit, bon, si tu t'y mets pas, si tu comprends pas, tu vas jamais pouvoir faire ça, tu peux oublier, tu passes à autre chose. Et je m'y suis mis, et c'était dur, hein, il m'a fait bosser, etc. Mais je le remercie, ce monsieur, parce que c'était vraiment enrichissant. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris, j'ai dit, bon, faut bosser, faut comprendre. La comptabilité, c'était pas trop mon truc, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur comment marche le fonctionnement de la vente, tout ce qui se passe derrière, lire un bilan, etc. La base, hein, la base des bases. Ce qu'un vendeur, je pense, doit connaître, c'est vraiment les bases comptables pour comprendre ce qui arrive une fois que le processus de vente est terminé ou une fois que le processus d'achat est enclenché, pour que tu comprennes tout ce qui se passe derrière. Et je pense, je sais qu'il y a 2-3 vendeurs qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe derrière. Pour eux, le but, ils voient qu'une chose, c'est le CA et la marge. Mais c'est vrai qu'en amont et en arrière, et
plus tard si tu veux monter ta boîte, etc. Il y a plein de choses à connaître. Voilà, cette expérience enrichissante m'a permis de grandir et de comprendre. Et donc, est-ce que tu sors et tu te dis, je veux faire de la vente ou pas encore? Non. Non. Je suis sorti et c'était pas d'un coup, Ouais. mais ça m'a enclenché ce processus. Et après, je Ok. pense que c'est aussi beaucoup de temps à réfléchir, etc. Et c'était au bout de, j'ai mis 6 mois, 7 mois à comprendre. Ouais. C'était pas d'un coup, c'est pas je suis arrivé et je sais que c'est ça. On m'a toujours dit, de par mes amis, ah mais Clément, je pense que tu ferais un bon vendeur. On m'a toujours pointé, même les gens qui ont plus d'expérience m'ont dit, ah mais c'est ça qu'il te faut. Mais moi, personnellement, je ne savais pas. On est toujours dans le doute, c'est normal. Et même encore aujourd'hui, tu douteras toute ta vie. Que tu sais, est-ce que tu es un bon vendeur ou pas, est-ce que tu es fait pour ça. Mais pour moi, on m'a toujours dit, ce qui compte, c'est les résultats. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais et je pense que j'aurai des bons résultats à la fin de l'année, j'espère. Tu nous diras, tu reviendras pour témoigner l'année prochaine. Je reviendrai pour témoigner l'année prochaine, mais en tout cas, c'est plus comme ça que ça se passe pour moi. Ok. Et du coup, à quel moment tu as mis ton premier pied chez Rotortrade? Alors moi, j'ai bossé sur des boîtes qui gravitaient autour, dont une boîte qui travaillait dans la défense. J'ai fait, qui appartenait à l'époque, je pense qu'on va y venir, mais Rotortrade, c'était donc une boîte qui a été montée en 2010 par mon père en Malaisie, qui était basée sur l'achat-revente de machines. Et au-delà de ça, il a créé plusieurs sociétés. C'était de par son expérience chez Airbus, parce qu'il a fait 20 ans chez Airbus, il était directeur d'Airbus en Malaisie. D'accord. De par son expérience, il a pu monter cette société et des sociétés qui gravitaient autour. Une dans la défense, qui bossait un peu avec Rafale, une dans les moteurs, qui bossait avec Safran. En faisant cet outil gravitationnel d'entreprise, il a permis de s'implanter durement en Malaisie. Donc au niveau local, c'était pas des contrats expatriés, on parle pas d'expatriation, là on parle vraiment de localité. Là tu t'implantes sur un marché physiquement et localement, c'est-à-dire tu travailles avec les locaux, tu passes pas par Airbus, tu passes pas par les sociétés, les producteurs, enfin les constructeurs, pardon. Toi tu es directement en lien avec la localité. Et donc il a monté cette entreprise qui s'appelait Lee Partner, qui était donc axée sur la défense. Et j'ai bossé là-bas pendant un an et demi d'abord, ce qui m'a familiarisé avec l'aéronautique. C'est là où j'ai fait mes premières ventes, où je suis arrivé. Donc on avait du matériel, on faisait des formations pour les pilotes d'hélicoptères au Qatar. Donc c'était une flotte où les pilotes pour la police s'entraînaient. Donc on a fourni ces machines-là. Et donc derrière, on a reçu un stock à la fin parce que le contrat s'est terminé avec le Covid, bref, je ne rentrais pas dans les détails. Le stock est revenu et donc on avait tout ce stock de pièces à vendre. Et en arrivant en 2022, début de l'année 2022, je venais de sortir d'école, j'arrive et je travaille là-dedans. Donc j'ai fait moi-même le comptage des pièces, tout le stock. Donc c'était un processus assez long de 3-4 mois. J'ai refait mon inventaire, etc. Donc j'ai un peu repris la société en main, qui était complètement un peu délaissée sur le marché français et européen. J'ai pris ce stock de pièces et j'ai réussi à trouver des clients qui étaient c'est pas des géants de l'aéronautique, mais c'est des clients qui cherchaient, qui avaient une nécessité de ce produit. Donc je leur ai vendu, voilà, ça s'est bien passé. Je dirais pas stressé ou quoi, je pense que ça s'est fait quand tu vends un client qui a besoin d'un produit, c'est beaucoup plus facile que de vendre à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est toujours la base des bases. Donc, j'étais pas démarché, mais j'avais trouvé ce client par un contact. C'est souvent aussi comme ça dans la vente, où j'avais trouvé ce client et il m'a dit j'ai un ami à moi qui cherche tel produit, je sais que tu l'as, tu devrais lui proposer. Je l'ai appelé directement, il m'a donné son numéro et je lui ai proposé, je lui ai vendu. Je suis très curieux. Tu me parles de tes premières ventes. J'aimerais pour nos auditeurs que tu nous parles de ta première vente, de ta première fois. De ma première vente de ma vie? Ouais, de ta vie. Alors si c'est dans l'aéronautique, c'est bien. Si c'est rien à voir, c'est aussi bien. Ok, d'accord. Bon, alors moi, la première chose que j'ai vendue dans ma vie... Ne réponds pas de la drogue parce qu'on va avoir des problèmes. Non, pas ça. Mais la première chose que j'ai vendue, c'était à 16-17 ans. Je travaillais dans l'épicerie de mon oncle. Et je bossais et je vendais des glaces. Et j'ai vendu des glaces, voilà. Mais c'était littéralement un produit c'est pas une vente que j'ai créée moi-même. C'est la première chose. Et c'est vrai que à 16 ans, ou à 15 ans, c'est assez bizarre d'avoir
de vendre un produit pour être rémunéré, enfin de travail déjà tout court, c'est assez atypique je pense. Après je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent depuis qu'ils sont tout jeunes, mais ce rapport à la clientèle, c'était le stress surtout quand tu as 16 ans, tu es là, tu dois gérer une épicerie, tu as 2000 produits, bon tu es avec des gens plus âgés mais ils font des trucs, donc toi tu es au milieu et tu fais ta vente, donc ouais c'était un peu le stress. Et après à 18 ans c'est le bar, je travaillais dans des bars aussi dans ma famille, dans le sud de la France. Bon là c'est un peu plus stressant là, parce que là c'est sur du plus gros, etc. T'as peur de te tromper, t'as pas envie de te tromper dans le change, t'as pas envie sur les commandes, etc. Bon, là c'était plus dans le jus quoi, la restauration. Ok. Mais après je dirais la première fois que j'ai vendu, ça c'était pour moi les premières ventes, mais là, officiellement dans l'aéronautique, c'était des outils et je me sentais bien quoi. Une fois que j'avais envoyé le devis et qu'il a été signé, approuvé, que j'avais fait un peu de chiffre pour la boîte, j'étais content. Et avant d'envoyer le devis, avant de rentrer en contact avec le client, comment tu te sentais? Oula, au tout début, la première une fois que j'avais vente, préparé mon stock, etc., je me suis tout de suite dit, bon, Clément, t'es prêt, t'as ton produit, il est là, trouve des mecs, trouve des clients. Donc j'ai dit, comment je vais trouver des clients? Bon, il y a la technique des call calls, etc., mais moi je dis, je peux le faire. Mais d'abord, je vais utiliser le réseau que j'ai moi. Donc j'ai appelé les pilotes que je connaissais, j'ai appelé les mecs que je connaissais autour de moi, j'ai demandé à des gens plus âgés que je connaissais aussi, qui ont un peu plus d'expérience, ils m'ont orienté. Et après, le milieu où je suis, c'est très niche, c'est très petit. Donc quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on le sait. Donc tout de suite, on m'a appelé, il est venu, on a discuté, on a fait un prix, boum boum bam, et c'est parti quoi. Et je me souviens, cette vente, c'était 35 000 euros. Et je me souviens qu'il n'avait pas assez pour payer. Et donc, j'avais fait payer en 3 fois. Et j'ai demandé à mon patron, est-ce que c'est possible? Mais j'ai un peu négocié. Non, mais c'est mon premier client, quand même, il fallait un truc. Et donc, on a payé en 3 fois et ça s'est très bien passé. Et il a tout payé au final? Tout payé, oui. Très bien. Les 33 000, c'était 11 000 par mois. Quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que je ne suis pas le seul à ne rien y connaître dans l'aviation, dans l'aéronautique, dans le marché des hélicos. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en 1 ou 2 minutes, comment ça fonctionne, qui bosse avec qui et à quel moment et pourquoi c'est une niche quoi? Ok, alors il n'y a pas de souci. Alors déjà, il faut comprendre l'hélicoptère, le marché de l'aéronautique, ça représente dans l'aviation, je ne connais pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est 15 ou 10%. C'est vraiment minime comparé à qu'on pense à aéronautique. Quand n'importe qui pense à aéronautique, on pense à l'avion. Bien sûr. On pense au Airbus, on pense au Boeing, on pense aux airlines, on va penser à l'avion. Le marché de l'hélicoptère, c'est très niche, c'est très petit. Ça sert énormément. L'hélicoptère sert dans tout, dans tout ce qui est le sauvetage en mer, dans la police, la gendarmerie, l'armée. On a dans le sauvetage en montagne, le transport aérien, le travail aérien, tout ce qui est poser des lignes électriques, poser des pylônes, plein de choses. Aux États-Unis, c'est très utilisé. L'Europe, un peu moins. Nous, on l'utilise surtout dans les où on n'a pas vraiment accès. C'est plus en France et en Europe, c'est un matériel c'est un produit qui va servir, qui va venir complémenter. C'est un produit qui va venir complémenter dès que, par exemple, il faut faire où les hommes peuvent pas aller, les camions peuvent pas aller, on envoie les hélicos. Ou des fois, juste parce que c'est beaucoup plus rapide. Aux États-Unis, c'est utilisé vraiment, c'est pour aller ils vont aller manger au resto. Quoi. Ouais, le mec, il va aller au golf, il prend son hélico. Okay. En France, c'est pas comme ça. Après, donc on a en Europe, pardon, en général. Après, la partie hélicoptère se divise en 2 parties. Il y a la partie opérationnelle, opérateur, où là, c'est des sociétés. Donc, quand je dis des sociétés, c'est des opérateurs, c'est des professionnels hélicoptères qui ont une entreprise qui va opérer des hélicos. Donc, il y a une flotte, ou une flotte, comme il veut, comme il a. Et donc, avec des pilotes, la plupart du temps, un ou plusieurs, une équipe de maintenance s'il a, une personne qui va maintenir l'hélicoptère, ou on appelle ça des mécaniciens, qui bossent, qui ont des qualifications de type sur certains types d'hélicoptères. Donc, je ne parle pas par famille d'hélico, mais par hélicoptère. Ok. Et en donc, plus, marque, taille, etc. Modèle, là, je dirais, donc chez Airbus, tu as le 125, tu as le 350 BA, B1, B2, B3, tu as le 135, tu as le 145, tu as le 160, et hop, tu montes en gamme, et hop, tu montes en taille, et tu montes en prix. Mais chaque mécanicien va avoir une qualification selon son hélico. Un peut en avoir plusieurs, ou c'est soit ça, soit il en a un ou plusieurs, ou comme il veut. Ça dépend des qualifications qu'il a, et c'est renouvelable. Okay. Donc, dans ce marché de l'hélicoptère, il y a ces opérateurs
qui sont des professionnels d'hélicoptères qui vont opérer. Donc par exemple, toi, tu es un particulier, tu veux, voilà, pour te faire plaisir, voir, voilà, je prends des cas extrêmement Je particuliers. vais pas être ton meilleur client, voilà. je pense. C'est un truc vraiment niche, quoi. Mais par exemple, tu veux aller voir le Grand Prix de Monaco et tu es, j'en sais, à Lyon. Donc à Lyon, tu vas appeler un opérateur à Monaco ou à Lyon et tu vas lui appeler, tu vas lui demander est-ce que c'est possible de faire un vol. Donc là, il va te mettre un devis, il va te faire ça et là, tu vas venir, il va te récupérer à l'aéroport de Lyon et il va t'amener jusqu'à Monaco pour voir le Grand Prix et il va te faire rentrer. Que des trucs comme ça ou le ski, ça c'est vraiment du très privé. La plupart du temps, c'est EDF qui va appeler un opérateur dans le sud-ouest qui a besoin d'une réparation de ligne ou une installation de ligne électrique pour dans les Pyrénées et qui va jusqu'en Espagne. Et donc au lieu de mettre des camions, ça va prendre un mois, il va prendre un hélico qui va faire le travail en une semaine. Où il va soulever les pylônes, il va les poser, ils vont tenir les équipes qui vont faire le travail aérien, préparer les lignes électriques, etc. Donc ça, c'est vraiment de la partie opération. Ce qui est le gros de l'hélicoptère. Parce que ces gens-là, ils ont des hélicos, mais ils s'achètent et ils les vendent. Soit après, il y a plein de détails, je peux en parler 10 heures de l'hélicoptère. Bon, ça, c'est la partie opération. Et après, la partie particulier. Donc ça existe, il y a des gens qui ont des hélicos. Donc, on appelle ça des VIP, comme des Very Important Persons, mais en français, on appelle ça un particulier. Donc, ces personnes-là, souvent, c'est des personnes qui sont plutôt aisées, qui ont les moyens de maintenir et de tenir un hélico, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un bateau. C'est comme un bateau, sauf qu'il y a une maintenance, le coût de maintenance est un peu plus cher. Donc, il a son hélico qui peut être garé dans un hangar, donc il est stocké dans le hangar, par exemple, d'un opérateur. Donc, il a son hélicoptère qui est là-bas. Dès qu'il en a besoin, il appelle son opérateur et il dit voilà, je vais chercher mon hélico. Donc il vient, hop, il le prend. Des fois, l'opérateur peut lui prêter un pilote ou il a un contrat avec lui pour avoir le pilote. Il peut aussi avoir un contrat de maintenance. Après, on a ce qu'on appelle un camo, c'est les personnes qui s'occupent de la navigabilité, qui gèrent les documents, qui gèrent toute la doc de l'hélico, les vols, etc. Donc tu as toute une équipe qui est derrière un hélicoptère. Donc souvent, ça coûte de l'argent. À moins que le mec ait tout à lui, ça soit le roi de l'hélico, souvent tu donnes ton hélico à un opérateur, il s'en occupe et dès que tu en as besoin, il te le donne. Pour qu'on ait un ordre d'idée, c'est combien un hélico pour un particulier lambda et c'est combien de maintenance par an? Je dirais, on va prendre le plus basique en Europe. L'hélico de particulier par excellence, à la base, c'était le 125, l'écureuil. Après, le 120 est arrivé, donc on appelle ça le colibri. C'est un peu plus petit, c'est un peu moins puissant. En fait, en taille, non, ça va en vrai. C'est à peu près la même taille. Mais cet hélicoptère, il a été créé par Airbus pour justement satisfaire ses privés. Ou soit faire de la formation d'hélicoptère, soit satisfaire les privés. Donc c'est un hélico qui était à la vente. Si je ne m'abuse, je crois qu'il était environ 1,4 million ou 1,5 million à sa vente. Aujourd'hui, c'est un hélico qui va valoir entre 800 000 et 1 million d'euros. Donc c'est à peu près ça. En termes de maintenance, la maintenance, elle est compliquée parce que c'est pas comme les voitures. On va dire, on appelle ça des TBO, c'est Time Before Overhaul. C'est ton hélicoptère, il va avoir une calendaire, pas sur le calendrier, des maintenances à venir selon les heures volées. Donc il y en a, c'est toutes les 800 heures, donc tu voles 800 heures avec l'hélico, tu fais une maintenance. Il y en a d'autres, c'est le 14 septembre, tu as cette maintenance, il faut la faire. Donc ça va dépendre de l'âge de l'hélicoptère, etc. Il y a plein de détails qui vont rentrer en compte. Tu peux avoir dans l'année 20 000 balles, comme tu peux avoir 150 à 200 000 euros, quoi. En plus, tu as le moteur. Le moteur ne fait pas partie de l'hélicoptère. C'est deux entités différentes qui ont deux suivis différents. Donc, moi, je pense qu'en moyenne, tu vas t'en sortir entre, je pense que c'est 10%. 10 à 15% les valeurs d'hélicoptère. Annuel. Donc là, oui, annuel. Donc entre 80 et 120 000 euros. Si tu as 1 million d'euros, c'est ça, c'est entre 80 et 100 000 euros de maintenance par an. Voilà. Donc il y a à amortir évidemment le prix de l'achat, mais aussi la maintenance. Voilà. Et donc vous, chez Rotor Trade, vous faites de l'achat-vente d'hélicoptères. Alors c'est que de l'occasion, si je ne m'abuse. On fait, oui. Alors là, ça dépend. Maintenant, un peu moins. Parce qu'on est de base, le business plan, ça a été démarré comme ça, c'était acheter un hélicoptère et le revendre. Donc on avait, nous, la force qu'on a eue chez Rotor Trade dès le début, moi j'y étais pas, c'était mon père à l'époque qui avait fait ça, c'était d'internationaliser au maximum. C'est-à-dire au lieu de travailler sur une niche dans un seul pays, le but c'était d'avoir un réseau de vendeurs international. Donc on a des gens de tous les horizons, on a eu beaucoup d'Italiens, on a des Espagnols, des Mexicains, des Américains,
des Australiens, des Asiatiques, Japonais, Malaisiens, Chinois. On a beaucoup d'Européens aussi, de l'Europe de l'Est, de l'Espagne, de la France. Le but, c'était de tisser un réseau mondial pour pouvoir sourcer et vendre les meilleurs hélicoptères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es un acheteur ou un broker dans l'hélicoptère et tu es niché, tu es coincé dans un pays, c'est très compliqué d'avoir les achats et les ventes parce que tu fais une concurrence c'est très dur de faire concurrence à des gros, à des énormes entreprises qui ont ce réseau international où ils vont pouvoir aller chercher, j'en sais rien, en Argentine ou au Brésil, un hélicoptère que quelqu'un au Japon veut. C'est très dur de faire la liaison. Alors que quand tu as un réseau sur place, quand tu as des vendeurs sur place, ça te permet d'avoir cette force, d'être à l'affût de tous les deals. Et c'est ça, RotorTrade. Et là, du coup, RotorTrade, c'est des gens qui sont en externe ou en interne dans les différents pays? Ils sont en interne. Ils sont en interne. Oui, ils sont au niveau de la localité. Par exemple, on a des vendeurs, je ne sais pas si vous avez vu le site internet, mais dessus, on a des vendeurs partout dans le monde. Ouais. On a réparti, le management a réparti les zones en 4 par continent. Ouais. Donc, on a la partie Amérique, qui est divisée en Amérique latine et Amérique du Nord, la partie Europe, la partie, on appelle ça APAC, Asia-Pacifique, plus Moyen-Orient, Afrique. Voilà. Et là, ça fait combien de personnes qui bossent pour RotorTrade? On est plus de 50. Plus de 50, ouais. Voilà, dans le monde. Et ça fait combien de ventes en nombre d'hélicoptères par an? En vente, on est, si je ne m'abuse, l'année dernière, on était aux environs de 42, je crois, ou 43. 42 ventes, ouais. Ouais, 42 ventes, c'était ça, je crois, 2023. Mais donc ça représente un chiffre d'affaires d'environ, on est entre 200 et 250 millions d'euros. Ok. Parce que du coup, vous faites l'achat-revente, mais il y a aussi d'autres activités à RotorTrade, c'est ça? Oui. Alors, donc l'achat-revente, c'était, on va un peu faire dans le contexte, l'achat-revente, c'était le business plan depuis 10 ans. Ok. Donc aujourd'hui, ça a un peu changé. En 2019, il y a un nouvel actionnariat qui est arrivé, qui a racheté les parts. C'est les Saoudiens. Ok. Donc c'est le Public Investment Fund, qui est le fonds souverain saoudien, qui a racheté 51% des parts en 2019 et qui a finalisé l'achat en 2021. Ok. Donc aujourd'hui, qui sont 100% propriétaires. Et donc ils nous ont racheté avec cette entreprise qui s'appelle THC, The Helicopter Company, qui est un opérateur qui est basé à Riyad, en Arabie Saoudite, qui est opérateur, ils font maintenance et ils ont une flotte. Aujourd'hui, c'est les plus gros clients d'Airbus. Ok. C'est eux qui, en Airbus Hélicoptère, ils ont commandé les derniers, les 160. C'est un des plus gros clients de Airbus, comme pour Leonardo qui est Agusta, Leonardo qui est le producteur italien, le constructeur italien, pardon, qui s'occupe de la production italienne d'hélicoptères. Donc cette entreprise-là, le THC, qui est détenu à 100% par PIF, par le fonds souverain, a acheté RotorTrade à 100% et aujourd'hui nous a amené en fait une force, une force qui est complètement différente. Avant, on était sur des alentours de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui s'est créée entre le management de RotorTrade et le management de THC qu'on n'aurait pas pu avoir, je pense, avec n'importe quel autre actionnaire. De par nos progrès et par ce qu'on a livré, ce qui a été livré. Enfin, je dis on, mais c'était ce qui était fait avant. Je ne vais pas prendre le crédit pour d'autres personnes. Il y avait d'excellents vendeurs. Il y a toujours d'excellents vendeurs chez RotorTrade et ils ont fait un super boulot. Ça fait vraiment grossir la boîte. Il y a vraiment des grandes personnes que j'admire énormément en tant que vendeur. Et j'ai vu que ce résultat donc, a créé ce lien de confiance avec THC, The Helicopter Company. Et aujourd'hui, ça a pu nous permettre de créer ce lien d'honnêteté et de développer la société, donc avec un appui financier. Donc je pense que n'importe qui va taper sur Internet, le fonds d'investissement saoudien va comprendre que c'est dans le top 5 des plus gros investisseurs mondiaux. Ils sont partout, ils sont dans le gaz, dans le pétrole, ils sont dans les nouvelles technologies, dans le foot, voilà. Exactement dans le tennis, ils ont racheté du golf, ils ont racheté la ligue de golf, donc c'est partout, ils sont aussi dans l'aéro et ils sont très, très investis. Je pense qu'ils comprennent énormément les enjeux qui vont arriver dans les 50 prochaines années et ils ont compris que l'aéronautique c'est le futur. C'est aussi un transport, c'est pas le plus grand transport le plus connu, mais c'est un transport très important. Et je pense que l'aéro, c'est le futur dans le transport des personnes.
et tout simplement aussi dans le fonctionnement. Je pense dans le fonctionnement des sociétés, c'est hyper important. C'est pas assez démocratisé. Je trouve qu'une société comme les États-Unis, c'est très démocratisé et c'est dommage. Le Brésil aussi l'utilise énormément, en Asie aussi. L'Europe et la France, c'est compliqué parce que c'est un transport aérien, ça touche à l'écologie, ça touche à la consommation de kérosène, c'est assez compliqué, c'est touchy. Mais je pense que c'est un moyen de transport qui va révolutionner le monde. Et donc, ils ont compris ça, ils investissent. Donc derrière nous, ça nous donne une force de frappe financière. Donc ça nous permet de négocier des bons deals, on peut trouver des bonnes machines, on a un appui financier, on peut aujourd'hui lancer le leasing, le financement, on finance nos machines à nos clients, ou petit à petit, donc ça fait des paiements différés, ça nous permet de toucher un intérêt, donc c'est super intéressant comme business model, et je pense que ça va faire grossir la boîte et agrandir et faire marcher la société en général. Et là, 5 ans, il y a un objectif en termes de chiffre d'affaires? Ouais, ce qui avait été donné au début de l'année, c'est sur les 5 prochaines années, c'est de le doubler, c'est de monter à 500, entre 500 et 550 millions, je crois, un truc comme ça. Ok. Donc c'est un gros objectif. On espère que ça va atteindre, j'espère que ça va être atteint. Je pense que c'est réalisable, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Ça sera compliqué, mais je pense qu'il y a toutes les chances sont sur notre côté et que c'est réalisable. Et toi, dans tout ça, tu t'occupes de quel secteur? Alors moi, je suis vendeur en France et en Scandinavie, donc Ok. Finlande, Suède, Danemark. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, ça fait 1 an que je suis dans la boîte maintenant. Donc je suis en train de signer j'espère signer ma première vente bientôt pour un bon hélico. Mais j'ai fait du sourcing, donc j'ai fait de l'achat, j'ai trouvé 2 machines. Ouais. Donc un 350 B3+ et un 120 chez des particuliers. Donc là c'était des VIP, c'est pas des opérateurs. D'accord. Donc comment ça s'est passé? On a une entrevue, on se connaît via le réseau, on s'est rencontrés, on a discuté, on a négocié un prix et voilà. Ça va plutôt, je pense que dans l'espace de vente, dans l'aéronautique, c'est penchant quoi. Soit tu connais la personne et ça va plutôt vite. Ouais. Soit tu ne la connais pas du tout et là tu dois tout démarrer, tout créer, c'est un processus un peu plus long. Parce qu'on est d'accord que toi, aujourd'hui, c'est un peu comme un agent immobilier. Si tu n'as pas été sourcé, acheté ta machine, tu ne peux pas la vendre. Tout à fait. C'est très compliqué dans ce marché-là, c'est un produit. On n'est pas sur du service, on a un produit, on a un produit technique. Donc on a aussi cette approche du technico-commercial qui est de plus en plus répandu parmi les produits comme ça à spécificité. C'est très dur quand on a un background commercial comme le mien d'avoir une approche technique parce que j'ai fait des formations, etc. Mais je ne serai jamais mécanicien et c'est tout à leur honneur. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les mécanos, les ingénieurs. Je n'arriverai jamais à leur niveau parce que c'est pas mes qualifs. Mais par contre, je comprends un peu, je pense que je peux suffisamment répondre aux clients des questions techniques. Et si vraiment c'est quelqu'un qui est un professionnel hélicoptère, comme sont souvent les opérateurs, on peut toujours demander à nos équipes en interne des questions, comme font tout le monde, hein, c'est comme dans n'importe quel milieu de la vente. Mais le technico-commercial qui va réussir à avoir ce répondant et ses réponses immédiates, c'est lui qui fera la différence. Et tes clients, ils t'attendent sur quoi? Ils t'attendent sur la technique, ils t'attendent sur le réseau, la fiabilité? Souvent, alors le numéro 1, c'est les délais. C'est le prix et les délais. On veut être livré à temps parce qu'un hélico, comme on dit en aéronautique, un hélico au sol, c'est un hélico qui ne fait pas d'argent. On dit AOG, Aircraft on Ground, ça veut dire que l'hélicoptère est au sol. Pour un opérateur, quand son hélico ne tourne pas, il ne gagne pas d'argent. C'est très simple. Donc, c'est obligatoire. Il faut que l'hélico tourne. Donc, les délais. Si aujourd'hui, le mec veut acheter un hélico, il n'a pas d'hélico, il ne peut pas faire d'argent. Bien sûr. C'est son blé. Donc, il va vouloir l'acheter. Donc, ces délais, il a besoin de prévoir que son hélico, il va être là pendant 6 mois, qu'un autre va rentrer dans 6 mois et qu'entre le moment où il va sortir son hélico, il va le rentrer, il y a un jour. Pas plus. Okay. Et s'il peut faire avant, en faire en pré-vente, c'est mieux. C'est toujours, c'est les délais dans l'aéronautique, c'est super important, surtout pour les opérateurs. Ça, pour moi, c'est le 1. Le 2, ça serait le prix. Bon, il veut toujours un bon prix. Tout le monde veut un bon prix. Tout le monde veut un bon prix, c'est toujours comme ça. Mais je pense que le deuxième, c'est le prix. Et le troisième, c'est le côté technique. Il va vouloir forcément que tu donnes des précisions sur l'hélicoptère, comment il est, quels sont comme j'avais dit tout à l'heure, sur les calendaires et sur les horaires, quelle heure il reste, c'est ça. Quels sont les TBO et quels sont les cycles de l'hélicoptère. Donc ça va être tout ce
toute cette partie technique va être super intéressante pour lui, surtout pour un professionnel, parce qu'il va vouloir savoir mais combien d'argent je vais pouvoir faire sur mon moteur, ou combien d'argent je vais pouvoir faire sur mon airframe, ou ma cellule, pardon. Ça va être ces trois gros piliers, c'est les délais, le prix et le produit, comment est le technique. Ça, c'est le plus important. Et donc, du coup, toi, tes clients à date, c'est beaucoup d'opérationnels. Est-ce que tu as des VIP? Est-ce que tu as d'autres types de clients? Moi, je travaille plus avec des particuliers en ce moment. Ouais. Mais le gros de notre clientèle, ce sont des opérationnels. C'est les opérateurs, pardon. Okay. Opérationnel, c'est le plus gros. Et je dirais même que le côté financier, c'est pas souvent le plus gros. Le prix, c'est important, mais c'est pas le financement, etc. Je trouve que dans l'aéronautique, les gens se démerdent pas mal à trouver le cash, à trouver de l'argent pour investir et pour acheter. Mais pour eux, c'est surtout les délais. C'est surtout le côté technique, la condition de l'appareil, la condition du produit. Et le troisième, j'avais dit, c'est le prix, quoi. Ouais. Ok. Tu as des clients là qui sont connus? Je ne sais pas si tu veux en parler, pas en parler. Des clients connus qu'on a fait. Ouais. Il y a eu, en particulier chez Rotor Trade, il y a eu beaucoup en Malaisie. Ouais. On a Tan Sri Sadasman, les gens ne le connaîtront pas, mais c'est une grosse fortune en Malaisie. Ouais. C'est celui qui a fait les contrats d'hélico avec Petronas. Okay. Petronas, c'est le pétrolier malaisien. C'est ils sont chez Mercedes. La F1, c'est ce qui sponsorise Mercedes. Je vois très bien Milton avec Petronas, c'est les Malaisiens. Ouais. Et donc, ce monsieur qui a fait le contrat avec eux pour les plateformes offshore. Okay. Pour les hélicos, on lui a vendu les hélicos, plus un hélico en particulier. On a vendu aussi à des princes en Malaisie. Ce qu'on a vendu? On a vendu en Arabie Saoudite à des princes aussi. Okay. Donc il y a des particuliers, il y en a en Russie. Il y a toujours des je dirais, en non connus en France qui volent aujourd'hui en hélicoptère. Bon, il y avait la famille Dassault, que les gens connaissent très bien par les médias. Qui sont la famille populaire de l'aéronautique. Ils avaient un hélicoptère. Il y a eu malheureusement un crash de Olivier Dassault, qui était un des fils de Serge Dassault, qui a eu un crash en hélicoptère qui nous a fait, qui était terrible. Mais bon, ça c'est pas une erreur c'est pas une erreur de la machine, mais c'est du pilote. Ouais. Ce qui est fort dommage, ça arrive souvent. Des personnalités connues. Bon, nous on lui a pas vendu, mais on bosse beaucoup avec un monsieur qui s'appelle Fred North, qui est un pilote à Los Angeles. Je lui fais coucou d'ailleurs s'il regardera ça. Qui est un pilote à Los Angeles qui fait des films. Ok. Donc il a filmé Hangover, Transformer, il fait beaucoup de films aux États-Unis, beaucoup de films partout dans le monde. Il travaille beaucoup avec Hollywood et c'est un peu la référence du pilote pour tout ce qui est du film. Donc cinéaste. Les hélicoptères qu'on voit dans les films. Soit l'hélicoptère qui va dans le film, ou le moment où par exemple il y a une scène où il y a une course-poursuite ou une scène qui est vue de haut. Ouais. Juste une scène où quelque chose se passe et c'est vidéo, souvent c'est Fred qui filmait le film du coup, avec l'hélicoptère au-dessus, donc voilà. Et il pilote beaucoup les écureuils, les 350. Et tu me parlais de crash, il y en a eu quelques-uns dernièrement dans l'actualité, notamment celui de Kobe Bryant qui a fait des gros titres. Tout à fait. Est-ce que ça vient impacter le marché disons que ça dépend. Alors, attends, je bois un peu d'eau. C'est la question tricky, ça, c'est ça? Question tricky un peu. Non, en vrai, je pense que les gens, ils ont une approche de l'hélicoptère. Pour moi, c'est pas comme l'avion. Une personne va prendre l'avion. Déjà, il y a très peu de gens qui ont déjà été dans un hélicoptère. Une personne va prendre l'avion, va monter dedans. Bon, tu as peut-être 50% des gens qui vont être bien, c'est l'autre 50% qui vont être en panique dans l'avion. L'hélicoptère, pour moi, c'est pareil que ça. Il y aura 50% qui vont être bien, 50% qui vont être pas bien. Sauf que c'est dans le même sens de l'avion, c'est très rarement, mais on met 0,0001 la faute de l'appareil, de la machine. C'est jamais la machine, c'est toujours le pilote. Kobe Bryant, comme 99 des accidents que je pourrais te citer, que j'ai vus, que je connais, c'est toujours le pilote. Toujours. La machine, c'est rarement le moteur qui s'enlève ou le moteur qui tombe en panne. Même la plupart des temps, même dans l'avion, dès qu'un moteur tombe en panne, les mecs survivent. Ouais. Et c'est dès que tout va bien, que l'avion va super bien, que le pilote crache. Donc pour moi, c'est jamais la machine, c'est souvent le pilote. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Donc l'hélicoptère, pour moi, c'est pas. Dès que je monte dedans, je me sens comme dans une voiture. J'ai pas de problème. Même dans l'avion, n'importe où. J'ai la chance de pas avoir ce problème. Mais en termes de mauvaise pub, oui, techniquement oui. On sait que pendant 2 semaines, on va se prendre une vague. Oh, pas les entreprises hélicoptères, mais c'est pas safe. Tous les médias, ils en parlent. Attention, l'hélicoptère, faut faire attention. Regardez.
Mais techniquement, non. Parce que nous, on travaille avec des professionnels, et 100% des professionnels savent très bien que que c'est un cas exceptionnel, c'est un cas qui relève c'est un peu de la folie aussi, mais ça n'impacte pas du tout notre business. Nous, on continue à vendre, on achète comme on vend. Il n'y a aucun problème, même avec les particuliers. Okay. Ils n'ont pas peur, ils savent très bien dans quoi ils connaissent déjà. Même si c'est quelqu'un qui n'a jamais piloté, c'est juste un particulier. Moi, les gens avec qui j'ai traité, souvent c'était des pilotes. D'accord. Pilotes et propriétaires, en tant que particulier, pas sous une entreprise. D'accord. Oui, donc eux, ils connaissent vraiment les tenants, les aboutissants. Ils savent très bien que c'est pas dangereux. Mais je comprends l'approche. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à l'hélicoptère, mais moi, je ne le pense pas du tout. Moi, j'ai grandi là-dedans et je trouve que c'est pas... Après, je vais pas faire c'est sûr que je vais pas faire l'avocat du diable, mais pour moi, c'est un moyen de transport qui est phénoménal. Enfin, mon frère est pilote. D'accord. Mon grand frère est pilote sur 120 et sur 125 et sur Écureuil et Colibri, et j'ai piloté avec lui. J'ai piloté en R22, ce qui est un des plus petits hélicoptères. Ouais. C'est un 2 places. C'est minuscule. La porte, elle se fermait même pas. Ça faisait assez peur. Ouais. Mais franchement, c'est incroyable. Je pense que c'est une sensation. C'est pas de la chute libre parce que j'en ai pas fait. Mais franchement, en termes de transport, c'est incroyable. Le fait de pouvoir se poser et se lever de n'importe où, c'est incroyable. Moi, je trouve ça fou, délirant, que de pouvoir arriver dans un jardin. Et que tu étais le matin, tu étais à 500 bornes. T'étais en Auvergne, tu prends ton hélico, tu es dans ton jardin et tu te poses sur la Côte d'Azur. En 20 minutes, allez, je dirais c'est 1 heure normalement. Une heure, ouais. Ça va à quelle vitesse un hélico, à peu près? Là, je ne pourrais pas te dire. Normalement, on est autour entre 180 et 230 km/h. Okay. Ça dépend. Il y en a qui vont un peu moins vite, plus vite. Les plus rapides, ouais, c'est 230 km/h. Et donc toi, là, si on résume, ton téléphone, il sonne pour acheter une machine, globalement. Tu as combien de personnes à qui tu es potentiellement en mesure de vendre cet appareil-là sur tes secteurs de France et de Scandinavie? Je n'ai pas très bien quoi, tu peux me répéter? Imagine, tu te démerdes pour avoir une machine, tu l'achètes, maintenant il faut la vendre. Tu as combien de cibles potentielles sur ta niche de clients? Déjà, avant de l'acheter, je vais faire un benchmark, je vais regarder un peu, je vais faire une analyse, je vais regarder ce qu'ont les besoins. Bon, je vais appeler mes clients en France ou en Scandinavie, ce que font tous les vendeurs d'ailleurs de chez Rotor Trade. On appelle nos clients, on leur demande les besoins qu'ils ont, quels sont les types d'opérations, on appelle ça des tenders aussi, quelles sont les offres, quelles sont le marché. Donc c'est un appel d'offres. Ah, j'ai cette société que je connais. Des fois, on passe par des agents qui connaissent ces tenders, donc ces appels d'offres, et on leur demande, ils vont venir vers nous, ils disent moi je cherche ça, je cherche ci. Mais sinon, ça c'est la première approche. Donc on fait notre marché, on voit ce que les gens ont besoin, et là on se fait une réunion entre collègues de partout dans le monde, et on s'appelle, on se dit bon, t'as besoin de quoi toi? Toi t'as besoin de quoi? Ok, moi j'ai ci, j'ai ça. Ok, je peux trouver chez lui. Donc ça marche qu'en réseau interne. On fait notre benchmarking et après hop on s'appelle et on se trouve les hélicos les uns les autres et on se les vend. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est-à-dire que tu rentres pas un hélico en disant je vais trouver, je le vendrai plus tard. Tu le rentres que s'il est presque vendu. On le fait rarement quand l'hélico est vraiment bien. Quand c'est un top class, quand on dit là ça c'est bon, là on le prend. Et ça c'était ce qu'on a toujours fait. Mais aujourd'hui, donc ça j'allais en venir, avec THC, l'équipe saoudienne, on a une force qui est leur flotte. Eux en fait ils font un renouvellement de flotte tous les 2 ans. Donc on récupère tous leurs hélicos ils ont utilisé 1, 2 ans, même des fois 6 mois ou des fois des neufs. Ils reçoivent un neuf de Airbus, ils n'en ont pas forcément besoin, ils nous le redonnent. Parce que nous on est leur distributeur entre guillemets, dans les distributeurs officiels. Et en plus on vient avec de pas chez Airbus et chez Leonardo, on vient avec une garantie. On va là, votre hélicoptère, il est garanti 6 mois, constructeur. Et ça, il n'y a personne qui est là. Donc ça, c'est vraiment la force de Rotor Trade. Et les gens sont étonnés. Mais comment vous avez fait pour avoir une garantie sur un occasion? Même s'il a 5 heures l'hélico, il est d'occasion. Parce que c'est une relation de confiance qu'on a créée au fur et à mesure des années avec Airbus et Leonardo, par l'honnêteté, par les ventes, par le CA qu'on a fait, par les ventes, parce qu'on respecte les constructeurs, parce qu'on sait qu'on n'est pas nous on ne construit rien, qu'on sera toujours de l'achat-revente, mais qu'on peut les aider à grossir et à avoir une part de marché qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà. Ok. Et là, tu nous vends le métier de commercial chez Rotor Trade. Comment ça se passe pour nos auditeurs? On a un commercial là, qui veut bosser dans l'aéronautique, qui veut bosser dans les hélicoptères. Comment ça se passe? C'est quoi les qualités pour être un commercial chez vous? Je dirais
De un, il faut être persévérant. Ouais. Donc ça, c'est comme chez tout le monde, il faut de la persévérance. Pas de l'harcèlement, il ne faut pas harceler son client, ça c'est clair. Mais il faut persévérer parce que c'est un métier où tu fais très peu de ventes. Ok. Un vendeur, il va faire un très bon vendeur, il va faire entre 5 et 7 ventes, mais vraiment un très bon vendeur. Hein. Après, ça dépend bien sûr des tailles de l'hélico, tu peux vendre des 10 petits, mais bon, un bon vendeur, en moyenne, c'est 5-7. Par an. Par an, Ouais. Quand tu démarres, moi quand je démarre, là j'ai fait des achats, mais j'ai toujours pas fait de vente. Je suis toujours, ça fait un an, ça va bientôt faire un an, là, dans 2-3 mois. Là, je suis sur quelques deals, j'en ai 2 qui sont potentiels, où ça fait longtemps que je travaille dessus, mais c'est vrai que j'ai eu tu as souvent des déceptions. Et tu te retrouves le soir chez toi en train de prendre une douche et tu dis mais je suis nul en fait. Je suis un nul. Je suis un zéro. Je vaux rien. Et le problème c'est que tu te dis à tes collègues qui ont 5-6 ans de plus que toi, plus d'expérience et eux ils vendent. Tu te dis putain moi je vais être comme eux. Comment. Et c'est dur. Et je pense que ce truc, c'est là où tu vois ce qu'on appelle en France, je pense que vous avez déjà entendu la race des vendeurs. C'est les mecs qui ont les crocs qui lâchent pas. Quand tu lâches pas, c'est ce moment où c'est fatidique, c'est quand tu as raté. Tu prépares le deal, tu vois, tu t'entends, tu vois, le mec qui fait oh, putain, j'ai un client pour toi. Oh putain, ça commence à monter là. Là, tu vois, tu as ce truc, tu as l'adrénaline, le premier call là. Hop là, il t'a dit, pas forcément que tu l'as appelé en call, mais que le mec t'a appelé, tu as un contact à toi qui t'a dit qu'il y a un mec qui cherche Chico, tu l'as. Donc, tu as le produit, tu as le client. Putain, l'adrénaline, ça monte là. Là, tu es comme ça, tu es dans ton. Tu vas le faire. Tu es dans ton bureau, ça commence à venir, tu vois. Top, tu l'appelles. Ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est le jour J, ça se passe. Tu es en train de l'appeler, tout se passe d'un coup. Et boum, donc là, tu es surexcité. Tu rentres chez toi, après, tu es à bloc. Tu te dis, putain, mais c'est génial, je vais le faire une vente, ça va être trop bien. Et là, les jours se passent. Donc tu l'appelles, tu commences à négocier, tu prépares le contrat, etc. etc. Et le problème, c'est que dans l'aéronautique, souvent, ça va dépendre de la situation cash de ton client, comme de la pluie et du beau temps. Le mec, c'est un bien de luxe. Hein. Le mec, demain, il dit ben non, j'en veux pas. Tu vois, c'est pas comme si tu acheté un sac d'orange. Le mec, tu nous présentes un peu comme si les mecs ils achetaient des sacs d'orange depuis tout à l'heure. Mais... C'est vrai que la vérité, c'est que souvent, tu arrives au truc, si c'est un deal qui traîne, c'est un deal qui se fait pas. Ouais. Tu es obligé d'être derrière. Tu dois persévérer, mais c'est vrai que il y a souvent ça floppe. Et quand ça floppe, il va falloir rebondir. Et ça te fait chier parce que tu dis putain, j'ai ma marge qui me passe sous le nez, je vais pas me faire de pognon, je vais pas me faire machin. En plus, normalement, dans le monde hélicoptère, c'est quand même beaucoup de CA, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Tu dis je peux bien gagner ma vie, mais tu es là, tu te dis putain, j'ai raté ma vente. Et souvent, ça te détruit un peu mentalement. Parce que tu n'as pas tous les jours des clients. Ça t'a pas tous les jours à la porte. Bien sûr. Moi, j'ai des cousins à moi qui sont vendeurs de voitures chez Peugeot, chez Renault. Eux, ils sont en front office. Ils ont des mecs qui rentrent tous les jours. Hein. Donc, ils me disent, moi, sur 50 clients, j'en prends pas 40, j'en prends 10, mais j'en ai quand même pris 10. Ouais. Tiens, moi, je me dis, dans l'année, j'en ai 20, j'en prends 0, j'ai un peu tu vois, c'est un peu là, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que dès que tu te rates, c'est dur. Tu mets 3-4 jours à t'en remettre quand même. Et là, concrètement, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la commission d'un vendeur d'hélicoptère ? Nous, on fonctionne en moyenne, ça dépend. La plupart du temps, un vendeur, il va te prendre 10% sur la marge. Voilà, 10%, et après, ça dépend. Il y en a peut-être moins, 8, 7, 5, 4, 3, même 2. Ça va dépendre de l'agent. Ouais. Moi, je ne peux pas trop dire chez Reuter Trade parce que c'est un peu confidentiel. Mais dans la plupart des ventes, c'est comme ça. Ouais. Le vendeur ou l'agent va prendre toujours sa commission et souvent, c'est égal à 10%. Donc, par exemple, tu vends un hélico 1 million. Un classique, 1 million, 100 000 de marge, il va prendre ses 10%, donc 10 000. Okay. Prendre ses 10 000 euros sur la vente de l'hélicoptère. Donc c'est quand même un métier, et tu as des hélicos, il y a des marges qui sont à 4-5 millions. Quoi. Ouais. Sur des énormes hélicoptères, c'est assez impressionnant. Donc des agents qui sont bien. Quoi. C'est quoi le record de l'hélico le plus cher ? Tu l'as en tête ? Oula, les hélicos les plus chers que j'ai vus, moi, en tout cas, le plus cher que j'ai vu, c'était 32 millions d'euros. À vendre, c'était un Super Puma, donc un 225 en configuration full VIP. C'est le plus cher que j'ai vu sur le marché. J'en ai jamais vu 32 millions, pour moi, je trouvais ça énorme. Quoi. Donc c'est un hélicoptère qui est énorme, il y a des toilettes dedans. Ah oui. Et il y a deux moteurs. Et on appelle ça des Makila, c'est des énormes moteurs de chez Safran. La version militaire, c'est ce qui fait le transport de troupes pour l'armée française. D'accord. Donc là, c'était une version civile, VIP. Ah oui. Genre en mode luxe.
Ouais, donc le mec qui se fait un hélico, Ouais. qui sert à des soldats normalement. Ah oui, c'est ça. Donc, Il a pris l'option dedans, tu mets, lance-missile ou... 25. Non, il a J'aurais bien pris- aimé, tu vois. Mais là, dedans, il y a quoi 25, tu mets 25 personnes, Ah et là, ouais. ils sont 8. Ou non, 12, pardon. 12 dans Ah l'hélico. oui. Tu vois, tu peux mettre, même plus, tu peux mettre 35 mecs dans l'hélico facile. Genre collés comme ça. Là, si t'as des super sièges, c'est un truc super. Mais c'était incroyable. Bon, il n'a pas été vendu, je te rassure. 32 millions, il n'y a Ouais. pas grand monde qui l'a acheté. Mais j'avais vu, c'était assez impressionnant. Ok. Voilà. Et du coup, toi, tu me dis, tu fais entre 5 et 7 ventes maximum par an. Du coup, un vendeur sur 200... Ah, pas moi, je dis. Oui, enfin, les en moyenne, commerciaux. sur Autotrade, c'est un bon commercial Ouais. qui fait ça. Du coup, comment vous occupez vos journées, vous, sur les 250 jours ouvrés? Ouais. C'est quoi la journée type d'un commercial dans l'hélicoptère? Alors normalement, il y a ce qui est voulu, c'est de la route. D'accord. Donc il faut normalement par mois, il faut faire au moins une semaine et demie de route. Alors, on va faire le tour de la tournée client. C'est ce que j'ai fait un peu au début de l'année. Ouais. J'ai pris la voiture de société, hop, on y va, on va faire le tour de la France, on va voir les opérateurs, Ouais. on discute avec eux, on leur présente le projet. Rotortrades, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous apportez, comment on peut vous accompagner, quelles solutions on vous apporte, quel hélicoptère on peut vous trouver. Donc on leur ouvre plein de portes, Ouais. plein de solutions. Après, libre à eux, hein. On va juste leur présenter le projet. Si sur le moment ils ont un hélico qu'ils veulent, on peut en discuter, on peut commencer la commercialisation. Ou sinon, juste on fait connaissance, on échange nos cartes et voilà. Donc c'est comme n'importe quel boulot de commercial, hein. On va taper aux C'est portes comme basique, tout le monde. bonne année, C'est la galette c'est des le rois. cold call, voilà, exactement. Sauf que là, on est avec souvent c'est des professionnels, donc c'est un métier. Je pense que des gens qui travaillent qui sont un peu technico-commerciaux, qui ont ce côté background très technique, comprennent ce que je veux dire dans le sens où dès qu'ils vont parler à ces gens-là, ils vont vouloir. C'est compliqué parce que tu peux pas non, bluffer. Tu peux pas bluffer quelqu'un qui connaît par cœur, qui est un professionnel. Bien sûr. Quand tu es un professionnel de ton produit, tu peux pas le bluffer, tu dois lui dire la vérité. Donc tu lui montres ce que tu as, tu es honnête, parce que c'est obligé. Donc tu es honnête et moi je déconseille tout le monde de bluffer ou de mentir, ça sert à rien. Il faut être honnête, il faut avoir une relation de confiance avec son client et là je pense que ça roule. En tout cas, c'est ce que j'ai vu pour l'instant. De mon expérience ou de ce que j'ai vu avec les autres. C'est la confiance le plus important. Et toi, c'est quoi le truc que tu préfères le plus, du coup, dans ton métier à l'heure actuelle? Dans mon métier, j'adore voler. Ouais. Dès que j'ai l'opportunité, je le fais. J'adore voler en hélico. Et le deuxième, je dirais le mieux, ce que j'aime, c'est je pense le temps que je passe avec mes clients. Ouais. Dès que je rencontre un client ou dès que je passe du temps avec un client, je pense. Et c'est pas forcément parler du boulot ou du contrat ou j'en sais rien, de ce qui concerne le business. Moi, j'adore dès que je parle aux clients, dès qu'on dérive sur des sujets où on va parler de business, d'autres business, de Ouais. ce qu'on fait dans le perso. J'adore ce moment-là parce que c'est là où tu vois la relation que tu as avec ton client, que t'es pas de machine, quoi. T'es Ouais. pas là à parler que du professionnel. Ouais. C'est quoi l'intérêt en fait? Tu confrontes pas juste le besoin avec Voilà, l'offre. exactement. Et puis Après, ça, c'est peut-être parce que c'est dans la partie aéronautique où on a très peu de clients. Donc, on essaie de pas les chouchouter, mais ça se passe bien parce que c'est un peu une relation amicale aussi. Je veux dire, le mec qui a le meilleur réseau, c'est parce qu'il a beaucoup d'amis. bien sûr. C'est pas parce c'est un super bon vendeur, c'est parce qu'il a beaucoup d'amis. C'est pour ça qu'il a le meilleur réseau, c'est pour ça qu'il vend le plus d'ailleurs. C'est souvent comme ça. Et cette relation, tu la construis avec ton client en faisant des meetings, etc. Et le mec, il va te faire confiance. Toi, si tu es un particulier, tu vas me faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on a échangé sur nos vies perso, Bien sûr. on a parlé d'autre chose que de l'aéronautique, on a fait 1 ou 2 deals ensemble, ça s'est très bien passé. Et là, la relation est là pour 10 ans. À moins qu'il y ait une connerie qui se passe, la plupart du temps, c'est comme ça. Et après, tu t'appelles même plus pour le business. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, Ouais, moi, ça fait comment qu'un vont an les et demi que je suis là. enfants Voilà, et- exactement. ouais, voilà. J'ai pas d'enfant, j'ai 26 ans, mais je le vois sur tous mes collègues qui ont vraiment cette relation avec leurs clients, avec qui ils vendent le mieux. Ouais. Souvent, c'est des amis. Ils s'appellent, comment ça va, ça se passe comment, etc. C'est ce Ok. que je vois en tout cas. Et si tu as un petit conseil à donner? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la persévérance, l'honnêteté et aussi, je dirais, en tant que vendeur, je dirais le temps. Bien manager son temps. Ouais. Passer le maximum de temps sur ce qui est le plus intéressant, ce qui va te rapporter plus d'argent. Après, ça dépend, comme je disais tout à l'heure, quand tu as une bonne relation avec un client, c'est bien de le garder, il faut absolument, c'est super important, mais il faut se donner des priorités. Ouais. Le temps, il est limité, on n'est pas là pour 100 ans, donc, j'espère, hein, mais il faut prioriser son temps, il faut donner la priorité aux choses qui vont te faire
pas forcément aussi triste à dire, mais ouais, gagner plus d'argent, quoi. Si on est vendeur, on est dans ce métier, c'est pour Bien faire sûr, du pognon. bien sûr. Donc au final, c'est triste à dire, mais des fois, tu vas peut-être passer plus de temps sur un client qui va te rapporter plus que moins. Alors que peut-être que tu l'aimes, ce client. Mais il faut se donner des priorités dans la vie. Et si tu veux réussir, moi, c'est des conseils qu'on m'a donnés. Hein. J'ai 26 ans, donc je peux pas, j'ai pas la science infuse. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est toujours été, Clément, priorise ton temps. C'est super important. Parce que tu verras que demain, tu vas cliniser, tu auras 35 ans. Et tu auras peut-être fait 20 ventes, 30 ventes, j'en sais rien, 40. Mais c'est absolument le plus important, c'est ton temps. Et du coup, puisqu'on parle de temps, Oui. à toi Clément, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 10 ans? T'aimerais être où toi dans 10 ans? Eh bien, dans 10 ans, je ne sais pas si j'aurai toujours chez retraite déjà. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien avoir mes boîtes. Ouais. J'aimerais bien monter 2-3 structures dans l'immobilier, peut-être dans la banque aussi. Donc, ouais, moi, je me vois toujours dans l'aéronautique. Peut-être pas en tant que vendeur, peut-être avoir monté une société Ouais. qui fait de l'achat-revente ou sinon de l'opérationnel ou de la maintenance, je verrai. J'ai un frère qui travaille dans l'aéronautique aussi, donc je pense m'associer avec lui. Et j'ai aussi des amis qui travaillent dans plein de milieux différents. Ouais. En ce moment, j'espère que ça sera peut-être un autre épisode, mais je travaille sur une société C'est qui va faire ça va du venir, golf ça va indoor. venir. Exactement. Donc des bars, des restaurants. J'ai toujours une famille qui a travaillé dans plein de commerces différents. Je suis ouvert à tout. Je pense qu'on a toujours dit, depuis qu'on est tout jeune, surtout dans l'époque ancienne, c'était bosse dans une boîte, fais ton beurre, apprends la technique parfaite, sois le meilleur dans ce que tu fais et tu vas vendre. Je pense que c'est vrai aujourd'hui, mais on a tellement de nouvelles possibilités avec les nouvelles technologies, tout ce qui arrive, que ça se démode peut-être. Après, je ne vais jamais critiquer les gens qui font ça parce que j'ai beaucoup de respect pour des mecs qui font 25 ans, 35 ans de boîte et c'est peut-être les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais pour moi, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Ça C'est- aussi, c'est… Bon, après, j'ai de la chance, si je gagne plutôt bien, je ne sais pas si je gagne bien ma vie, mais prendre du plaisir, pour moi, c'est important. Il faut prendre du Super. plaisir. Eh ben, on te suivra. Et avant de te passer sur la dernière mise en situation, j'ai une dernière question que je pose à quasiment tous les gens que j'ai en entretien d'embauche. Si tu avais l'occasion, toute époque confondue, de dîner ou de déjeuner avec une célébrité, Ouais. ce serait qui et pourquoi? Pour lui demander quoi? De n'importe quelle époque? N'importe quelle époque. Si c'est Louis XIV, c'est Louis XIV. Moi, je demanderais à, je pense, le général de Gaulle. Ouais, Et je lui demanderais s'il pouvait nous sortir de cette merde, ça serait bien. d'accord. Voilà. Parce que moi, je pense que la situation actuelle est terrible, c'est très compliqué. Moi, je le vois un peu dans la vente et en économie, c'est très dur. Mhm. Donc, je sais que de son époque, il a réussi à donner des 30 glorieuses à la France. Et moi, si j'ai un truc à lui demander, c'est est-ce que tu peux nous sortir du point où on en est, quoi. Voilà. Et Général de Gaulle, tu l'invites à manger où? Le général de Gaulle, j'inviterais à manger je pense qu'il aimerait beaucoup dans le 6e, chez Fernand Christine, qui est un très bon restaurant français de Paris et que j'aime beaucoup. Voilà. Et tu l'invites ou il t'invite? Je l'invite, absolument. Classe. En général, quand même. Ah oui. Voilà. Top, merci. Eh bien écoute, la place est à toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi comme produit à vendre aujourd'hui? J'ai choisi le peigne. Le peigne. Ouais, parce que je suis un mec qui perd ses cheveux, donc je pense que Ouais. c'est important. Et donc, le défi de Clément, chers auditeurs, c'est de vendre un peigne à un chauve. Alors. La parole est à toi. Il se met d'attaque, il se met prêt. Alors. Pour les besoins de la mise en situation, je suis chauve. Ok, très Vas-y. bien. Je suis le chauve. Alors, tu es chauve, Je suis le chauve. mais tu as une barbe. Oui. Que j'ai Sais-tu rasé de que près aujourd'hui. 95% des hommes ne se peignent pas la barbe? Est-ce que Je tu veux savais faire pas. partie des 5%? Pourquoi pas? Voilà. Bravo. Voilà. Merci. Bien joué. Merci beaucoup. En tout c'était cas, super. c'est top. C'était cool. Hein. J'espère que tu as kiffé. Ouais, et, c'était super. C'était Plus belle la vente. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous tous les mardis pour plus d'histoires autour de la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre page.